émission du 30 octobre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons de la grande visite, une personne qui a été de toutes les tribunes dans la dernière année, l'autoriste Kev Lambert. Bonsoir, Kev. Salut, Kim. Merci ça va bien? de l'invitation. Oui, ça va. Bien, ça fait plaisir, d'autant plus qu'il y a un petit peu de toi dans l'émission, hein? Un tout petit peu. Un tout petit peu. On peut le dire, tu étais de l'équipe originale de Chroniqueuse culturelle. Puis j'ai choqué. T'as choqué. Non, mais il faut dire que tu en as déjà beaucoup sur la Ça, sur je la voyais planche. mon horaire. Je me voyais me noyer dans mon horaire, fait que j'ai pris peur. Mais déjà, une confiance initiale, je l'avais beaucoup appréciée au printemps 2023. Mais là, on se reprend aujourd'hui en te recevant Oui, en entrevue. bravo d'ailleurs d'avoir lancé ce beau projet. Merci. Beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie ont été investis. D'abord, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Physiquement, je porte un genre de pull en laine synthétique qui a trop de couleurs pour les nommer. Avec un jean, j'ai les cheveux longs attachés bas dans le cou. Puis mes pronoms, j'utilise tous les pronoms me conviennent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Ça veut dire s'inscrire dans une histoire qu'on ne connaît pas toujours. C'est une réponse d'autoriste. Est-ce qu'il faut que je oui. développe? Non, pas du tout. C'est Non, une, c'est bon, ok. c'est une question à réponse ouverte. Kev, tu reviens d'une tournée de plusieurs semaines à l'international pour faire la promotion de ton dernier roman, Les Sentiers de neige. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. L'automne dernier, j'ai lancé un livre aussi en France, puis il y avait une polémique, puis j'avais une polémique après ça pendant l'été. Fait que c'était comme mon année polémique, là. C'était comme bien intense, parler, ouvrir la gueule. Puis là, il n'y avait pas de polémique, fait que j'étais comme, mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ah non, c'est le contraire. Puis non, ça s'est super bien passé. Vraiment, c'est cool de parler de littérature et pas trop de sujets annexes qui me concernent de loin. Alors, on va poursuivre la discussion dans quelques instants. Également avec nous sur scène, Joëlle Prudhomme. Bonjour. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir. Oui, tu es là pour nous présenter ta chronique humoristique. Est-ce Oui. que tu peux d'abord te décrire? Oui, alors j'ai des cheveux frisés courts, un chandail jaune moutarde, un bon jaune moutarde, et j'ai des petites lunettes rondes. Et de quoi tu vas nous parler ce soir, Joëlle? Je parle d'un sujet que vous êtes peut-être tanné d'entendre parler, mais j'arrive avec un autre angle, c'est le changement d'heure. Ça me met dans toutes mes émotions, moi. Ça me... Ça te Je vais brasse. crier. Je vais crier ce soir. Oui, ça se passe la semaine prochaine, ou en fin de semaine? Non, l'autre Ouais, heure? entre le 2 et le 3. OK, là, on a encore Ça une s'en semaine. vient. Bon. Je vais crier. Alors, c'est tout de suite après l'entrevue de Kev. Et en deuxième moitié d'émission, on va s'entretenir avec la directrice générale d'aide aux trans du Québec, Victoria Legault, qui va nous parler des plus récents projets de l'organisme. Et en fin d'émission, on reçoit la sociologue Émilie Moran, autrice du livre « Tous hétéros au boulot » sur l'hétéroprofessionnalisme. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou féminin au choix. Ce soir, sur scène, pantalon gris, chandail, T-shirt rayé, bleu, blanc, rouge. C'est à peu près ça. Mais toujours pas de vernis parce que j'attends en fin de semaine pour le mettre pour mon costume d'Halloween. Il va falloir que ce soit frais pour le party. Alors voilà, nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Notre premier invité ce soir est un écrivain québécois dont la réputation n'est plus à faire après avoir remporté le prix Médicis l'année dernière pour son livre Que notre joie demeure. Kev Lambert vient de publier son 4e roman, Les Sentiers de neige. On lui doit également l'adaptation du roman Un cœur habité de 1000 voix de Marie-Claire Blais pour le théâtre. C'était présenté en avril dernier à l'Espace Go. Bienvenue, Kev. Merci. Alors, ton livre Les Sentiers de neige, ça parle de grandir queer dans un monde qui est un peu hostile à la différence. Ouais.
que ce soit là, au sein de la famille biologique, dans le système scolaire, dans l'entourage en général. Pourquoi, pour ton quatrième roman, tu as choisi de raconter cette histoire-là? Ben, j'avais envie de parler de l'enfance, de parler de comment c'est dur, des fois, l'enfance. Puis ça se passe pendant le temps des fêtes aussi. Puis moi, le Noël, pour moi, ça a toujours été un peu... c'est-à-dire que j'avais tellement hâte parce que toute ma culture me disait que je devais avoir hâte. Puis là, après ça, je vivais Noël, puis j'étais comme en choc post-traumatique pour tout le mois de janvier parce que ma famille, c'était comme bien intense et tout. Puis en même temps, il y a des choses qui me reviennent, qui me font rire, qui m'émerveillent un peu aussi de ce monde-là dans lequel j'ai grandi. Donc, ma famille venait du nord du lac Saint-Jean, là. Puis j'avais envie de parler de tout ça, mais oui, d'en parler du point de vue d'enfant, parce qu'il y a un enfant, oui, qui s'appelle Zoé, qu'on perçoit comme un garçon à l'école, tout en lui disant sans arrêt qu'il n'est pas suffisamment garçon pour l'être, en tout cas, donc il est un peu pogné dans tout ça. Puis sa cousine, Emiane, elle, qui est adoptée, qui est d'origine chinoise, qui est dans cette famille-là, originaire du lac Saint-Jean. Donc, c'est deux enfants qui ont une position un peu liminaire puis qui vivent du rejet au sein même de leur famille. Tu as puisé beaucoup dans ton bagage personnel? Ben, c'est pas un roman autobiographique, puis je travaille pas dans une démarche d'autofiction, par exemple, puis j'aime vraiment plein de livres qui sont faits comme ça. C'est juste pas ma démarche à moi. Mais oui, dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses que j'ai pris de mon expérience puis que j'ai transféré, translaté, je sais pas comment le dire, là, mais je le dis pour dire qu'il y a un travail de transformation quand même, de mascarade, on pourrait dire. Mais oui, il y a des choses qui sont... Il y a un matériau plus autobiographique, disons, que dans d'autres de mes livres. Est-ce que ça t'a permis de toi-même mieux te comprendre ou est-ce que tu as cheminé à travers l'écriture de ce livre-là? Je pense que c'est de comprendre des choses par rapport à ma propre psychologie qui m'a permis d'écrire en grande partie ce livre-là, notamment de comprendre l'impact qu'ont plusieurs mécanismes de défense que je me suis construit dans l'enfance aujourd'hui encore. Tu sais, comme, juste pour donner un exemple, l'hypervigilance. Tu sais, moi, j'ai vraiment grandi. L'hypervigilance, c'était même pas singulier, c'était la vie de tous les jours. Je surveillais mes gestes, je surveillais mes paroles pour être sûr de ne pas parler de la mauvaise manière. Je surveillais mes désirs, ce que j'aimais, les jouets avec lesquels j'avais envie de jouer. Puis aujourd'hui, j'ai plus la peur nécessairement de me faire dire tu parles comme une fille, tu sais, je m'en fous. Mais l'hypervigilance, elle reste quand même. Tu sais. C'est ça qui m'intéressait, c'est plus de voir comment certains... j'allais dire des défauts, mais c'est plus des traits psychologiques qui me font souffrir aujourd'hui, d'essayer de comprendre leur origine dans l'enfance. Tu as parlé de Zoé, personnage principal. Son entourage a peur que Zoé sorte des cases de genre préétablies. C'est un sentiment qu'on a pu observer pas mal dans la dernière année avec la montée de mouvements conservateurs, de mouvements de haine anti-LGBTQ+. Selon toi, pourquoi il y a autant de personnes qui sont aussi réticentes à un éclatement des modèles basés sur le genre? Je pense parce que ça les remue intimement et personnellement. Même les plus conservateurs, les plus straight, les plus cisgenres du monde. Je pense que pour moi, le fait de permettre à plus de gens de transitionner, d'être autre chose que homme, femme, hétéro, gay, de sortir un peu des cases, pour moi, c'est une libération collective. C'est-à-dire que ça libère tout le monde, moi, je pense. Puis je pense que même les gens très conservateurs, ils sentent qu'il y a une petite porte qui pourrait s'ouvrir, qu'il y a des questionnements qui pourraient arriver, puis que c'est cette porte-là qui leur fait peur. C'est ce tunnel-là qui pourrait soudainement s'ouvrir, dans lequel ils pourraient s'engouffrer, qui les effraie plus que vraiment les modes de vie dits alternatifs ou les identités dites minoritaires. La littérature, comment tu la vois ou la perçois comme outil pour lutter en faveur des droits LGBTQ+? Bien, elle peut le faire de plein de manières, puis je trouve que c'est important de ne pas réduire, de ne pas dire la mission de la littérature, c'est de dire ça comme ça, t'sais. Mais une de ces manières-là, dans ce livre-là en particulier, pour moi, c'était justement de juste parler d'une enfance, deux enfances, mais pour la question queer, d'une enfance, en essayant juste de parler du ressenti, de l'expérience d'un enfant, sans qu'il y ait de mots, sans qu'il y ait de... Puis, tu sais, on pourrait en mettre des mots, mais de toute manière, ces mots-là de queer ou de trans, ils sont pas dans l'univers langagier que je mets en scène dans mon livre. Tu sais, ils n'existaient pas, moi, à l'école, dans mon enfance. Mais je trouve que d'en parler avec juste une expérience pour essayer de montrer puis de faire ressentir aussi, de faire vivre les émotions, de faire entrer en empathie avec le personnage, c'est une des manières que la littérature peut faire avancer, disons, la sensibilité. Ouais.
Ton précédent roman, Que notre joie demeure, a été lu par le premier ministre du Québec, François Legault, qui l'a recommandé publiquement, mais sa sortie ne t'a pas trop plu, notamment parce que, bon, il n'aurait pas compris tout à fait le message du roman, du moins la critique de la société qui s'y trouvait. Et c'est ce que tu viens de dire un peu, c'est la preuve qu'on peut recevoir la littérature de tout plein de manières. Pour ton livre, Les Sentiers de neige, qu'est-ce que tu espères que les gens vont retenir de leur lecture? J'ai envie que ce soit un livre. Je pense que c'est quand même un livre qui est un peu consolatoire, qui peut faire du bien. Puis mes 3 autres livres avant, ils faisaient vraiment pas de bien. Je travaillais plus dans une littérature de la négativité, de la destruction même, ou avec des personnages envers lesquels moi-même je savais pas trop comment me positionner, que je détestais puis que j'aimais en même temps. Puis ce livre-là, il y a quand même une dimension où je pense que les enfants du roman, même s'ils ont vécu des choses très difficiles, ils arrivent quand même à se trouver dans l'amitié, dans cette amitié-là très profonde et très forte qu'ils ont, une forme de résistance par rapport au monde des adultes. Puis ça, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire. Tu viens de le dire, tu as écrit des livres différents. Là, celui-là, on change de ton un peu. Pourquoi c'est important pour toi de toujours garder une certaine forme d'évolution dans ton travail d'écriture? Moi, j'aime pas beaucoup les attentes. Puis quand on écrit, même s'ils sont muettes, souvent, ces attentes-là, souvent, on pense que le livre d'après va être un peu comme le livre d'avant. Puis moi, ça me dérange, ça. Puis même pour travailler, d'un point de vue juste vraiment travail, ce qui nourrit ma créativité, c'est de me déplacer à chaque fois, c'est d'essayer de trouver une nouvelle langue, une nouvelle forme, des nouvelles questions, des nouveaux personnages. Donc, ouais, c'est à la fois une manière de, je pense, essayer de ne pas rentrer dans une case, puis en même temps, juste d'écouter mon intuition créative. Est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur, tu dirais, entre tes œuvres? Oui, il y en a plein parce que c'est la même personne qui écrit, même si superficiellement, ça peut sembler d'être des romans très différents. Mais mes 2 derniers, par exemple, pour moi, c'est des livres qui portent sur la vie intérieure, sur la manière dont on est construite intérieurement, mais je l'aborde avec 2 personnages puis 2 âges très, très différents. Les Sentiers de neige, c'est ton premier roman publié sous le nom de Kev Lambert, un prénom qui se veut neutre, ni masculin, ni féminin. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire ce choix de l'indéfinition, d'une certaine manière? Ben, c'est ce qui fit le mieux avec moi. C'est ça dans quoi je suis le plus confortable. Tu sais, là, c'est ça. Tu sais, moi, à un moment donné, on m'a fait porter une catégorie qui était l'homosexualité. Avant ça, il y en a eu d'autres, là. Puis j'ai vécu avec cette catégorie-là. J'ai fait avec pendant certaines années. Puis là, dernièrement, tu sais, ben, depuis quelques années, je fais une transition. Fait que là, j'ai l'impression que cette catégorie-là est plus tout à fait la bonne. Puis là, on dirait que j'étais à un stade où j'ai comme plus envie d'être pogné avec une autre catégorie qui sera peut-être plus bonne. Moi, dans ma vie, ils ont 10 ans, les catégories, à peu près. Après ça, elles sont plus bonnes. Non, mais on dirait que c'est ça. On dirait que je pense que mon parcours, où j'ai tellement souffert des catégories que là, aujourd'hui, j'essaie de plus cadrer dans rien. Puis mon choix, entre guillemets, de nom, c'est un peu fait comme ça. C'est-à-dire que Kev, c'est un nom, de toute manière, qu'on me donnait déjà. C'est le nom, tous mes proches m'appelaient déjà Kev. Puis, ouais, j'aime sa neutralité. Je trouve que c'est un nom qui est plus dur à genrer. Ouais. Quand on parle de transition, souvent on peut penser à on part d'un point A, on s'en va à un point B, mais finalement, ça peut être plus complexe que ça. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir une destination. Absolument. Souvent, c'est plus le voyage, dans le fond, qui est important. Comment, toi, tu le vis, ce voyage-là? Bien, moi, ce qui m'a empêché ou ce qui a retardé, disons, la décision de faire une transition, pour moi, c'est justement cette vision-là d'un point A à un point B. C'est que j'étais comme, ah, mais on dirait que je sens quelque chose, j'ai comme un désir, une envie, mais qui ne cadre pas avec... Puis, tu sais, je pense que je manquais d'outils aussi, puis à un moment donné, les outils sont venus, là. Mais j'avais l'impression que si ça ne fitait pas dans ce modèle-là, ben, c'était pas moi, tu sais, c'était juste j'avais autre chose, je savais pas trop. Puis à un moment donné, quand je me suis juste dit « fuck off », qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu sais, en essayant d'effacer un peu les idées préconçues, ben là, ça m'a permis de justement commencer ce qu'on appelle une transition, puis qui est, comme tu le dis, pour moi, quelque chose de l'ordre de l'exploration, de l'indéfinition, du tâtonnement, puis ouais, qui est très bénéfique et jouissif. Et dans ce processus-là, est-ce qu'il y a des moments d'angoisse, des moments de joie? Est-ce qu'il y a un trop-plein d'émotions des fois? Il y a tout ça. Puis généralement, je trouve que l'angoisse est momentanée, heureusement. Là, comme quand on la laisse passer, généralement, elle passe, justement.
Puis, mais oui, il y a aussi de la joie, il y a aussi... c'est intéressant comme expérience sociale aussi, tu sais, parce que moi, mettons, comme j'ai dit tantôt, j'utilise, tu sais, tous les pronoms pour l'instant. Puis, mais souvent, quand je dis ça, mettons, j'utilise tous les pronoms, mais les gens, ils vont utiliser le masculin, tu sais. Mais, tu sais, ça, c'est juste un exemple, mais je vis vraiment aussi, je pense, une espèce d'expérience sociale, tu sais. Je vois beaucoup comment les regards ou comment les réactions peuvent changer, puis sans, tu sais, je suis pas là pour, tu sais, mon but c'est pas de juger les gens puis de les classer selon leurs réactions, mais juste c'est intéressant de voir comment des petites choses comme ça peuvent changer d'autres petites choses. Tu as parlé de nouveaux outils tantôt qui t'ont permis d'amorcer cette transition-là. Moi, je vois parmi ces outils-là peut-être des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire qui a émergé dans les dernières années pour décrire les réalités LGBTQ+. En tant qu'écrivain, écrivaine, comment tu reçois ces nouveaux mots-là et puis est-ce que tu t'en inspires pour ton écriture? Ben, là, je peux plus parler pour les Sentiers de neige. Là, je n'oserais pas dire quelque chose de plus général que ça. Mais dans ce roman-là, pour moi, la question ne se posait pas vraiment parce que, justement, je parlais d'un monde où il n'existe pas, ces mots-là, tu sais. Mais, alors qu'on pourrait le voir comme quelque chose de grave ou une souffrance, puis peut-être que, justement, cet enfant-là que je mets en scène aurait été plus heureux ou heureuse s'il avait eu un vocabulaire qui lui permettait de se nommer, de se penser et tout. Mais dans l'écriture, c'est très riche de ne pas avoir de mots pour simplifier quelque chose de complexe, tu sais. Deleuze, il y a une belle phrase où il dit sous le concept gronde la multitude, là. Mais tu sais, les mots, tous les mots, pas juste les mots qu'on utilise pour se dire ou pour s'identifier, c'est toujours des réductions, tu sais, de phénomènes qui sont beaucoup plus insaisissables, beaucoup plus complexes que ça. Mais moi, je trouve que dans l'écriture, en tout cas, d'approcher la réalité du vécu d'un enfant, disons queer, là, pour en mettre un mot, ben, de pas utiliser le mot, ça me forçait à décrire qu'est-ce que c'est de vivre une expérience queer. Tandis que si j'avais juste utilisé le mot, je me serais peut-être moins posé de questions sur mais comment je peux le faire ça? Tu sais, show don't tell, là, disent les Américains. Là. Mais c'est ça. Donc de me passer du mot, puis c'était un peu une contrainte parce que, comme je le dis, l'époque et le milieu que je décris n'avaient pas accès à ces mots-là. Mais de me passer du mot, je trouvais que, en fait, c'était un exercice très créatif. Mais c'est une manière aussi de t'assurer de rejoindre un lectorat qui n'a pas non plus ce vocabulaire-là, dans le fond. Ou qu'il l'a, tu sais, ou qu'il l'a, mais de le rejoindre justement par l'expérience partagée, par le vécu, par les affects, plus que par les catégories, disons. Tout ce processus-là que tu as amorcé, la transition, bon, on en parle aujourd'hui, ça demande quand même de l'énergie, de se remettre en question, de faire de l'introspection et tout. Comment tu fais pour cultiver les questionnements, cultiver le plaisir de faire ce cheminement-là? Ben, beaucoup par la littérature, par la lecture. Moi, j'arrive très rarement à me comprendre moi-même. Puis c'est souvent les choses que je lis des résonances affectives, des impressions que soudainement, quelque chose que j'ai vécu trouve un sens dans un objet qui n'est pas moi, qui est souvent un livre. C'est souvent ça qui me permet de cheminer puis d'avoir des clés de compréhension, disons. Parce que j'ai pas un accès... C'est pour ça que j'ai besoin de la fiction, je pense, autant d'en écrire que d'en consommer. C'est que j'ai pas, moi, un accès direct à comme une identité qui serait en dessous puis à laquelle que je pourrais déterrer pour finalement avoir la réponse. Tu sais, je fonctionne pas comme ça, malheureusement ou heureusement. Puis donc souvent, c'est ça, j'ai besoin plus de regarder d'autres objets qui bougent puis de trouver des sortes de résonances. Tu es très proche de la nature. D'ailleurs, je pense que ce soir, tu retournes dans le bois. Dans un environnement moins urbain. D'ailleurs, ben, c'est ça, tu vis à la campagne maintenant. Comment cette nature, elle a nourri l'exploration de toutes tes identités diverses? Ben, je pense que moi, je trouve que dans la vie, on n'est pas du tout séparés des plantes, des animaux, des paysages, des nuages. Puis ces frontières-là, on les place un peu artificiellement pour construire de l'humain. Là. Puis bon, on pourrait faire un peu l'histoire aussi philosophique de ce concept-là d'humain qui a été construit sur plein d'exclusions raciales, écologiques, genrées aussi. Mais moi, tu sais, au-delà de la philo, mettons, juste quand je suis dans la nature ou dans la forêt, ben, on dirait que je le sens de manière... je me sens bien, je me sens chez moi. J'ai l'impression que... moi, je trouve que la ville est violente pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on a mis du béton sur quelque chose, tu sais, sur des champignons, sur des insectes, sur des... Puis je suis mieux dans un endroit qui a été un peu moins... où les humains sont un peu moins intervenus.
Ton écriture se passe beaucoup quand tu es dans la nature? Ouais, j'écris beaucoup là, mais pas seulement. Puis d'ailleurs, pas seulement là-dessus. Tu sais, mon livre d'avant, que notre jeu de demeure, c'était vraiment sur Montréal. Oui. C'était sur l'urbanisme, l'architecture à Montréal. Donc, mais oui, je pense que ça m'inspire, ouais. Bon, là, tu viens de faire apparaître ton nouveau livre, mais est-ce qu'il y a un autre sujet qui... Tu sens que ça t'habite, là, puis tu sens que tu vas peut-être vouloir t'attaquer à ça prochainement? C'est intéressant. Ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression de m'éloigner, même si je me suis jamais vraiment identifié à ça, mais d'une catégorie qu'on appelle la masculinité, tu sais, à laquelle, disons, on m'associait plus. Parce que moi, j'ai jamais eu vraiment de rapport très fort là, ou identitaire avec cette catégorie-là. Mais étonnamment, le fait de m'en éloigner en ce moment, ça fait que j'ai envie, on dirait, de capter des choses que j'ai pu comprendre parce que j'ai observé certaines choses et tout. Donc, j'ai envie d'écrire sur la construction de l'identité masculine un peu dominante, là, classique. As-tu un exemple de ça? Ben, je ne veux pas trop entrer dans le détail parce que c'est des projets qui sont en cours. Oui. Fait que c'est toujours un peu, je sais pas, j'ai une forme de superstition par rapport à ça. Mais oui, j'avais envie d'écrire sur un personnage qui est dans un milieu très, très masculin, mais qui est, disons, queer ou gay, puis de penser un peu la position minoritaire dans un cadre très, très masculin, conservateur. Moi, je sais que quand j'ai fait mon coming out comme non-binaire, je me suis rendu compte que j'ai perdu des privilèges dans la société. Ouais. Oui, absolument. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Est-ce que tu as réalisé que, dans le fond, avant, il y avait des privilèges, mais tu t'en étais pas rendu compte parce que, justement, on t'accolait l'étiquette masculine? C'est une bonne question. Je pense que je sais pas. Je pense que ça fait peut-être pas assez longtemps, les privilèges. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je vais observer ça puis je vais revenir t'en parler. Oui, c'est ça. On regardera ça pour une deuxième entrevue à l'émission, quoi. Kev Lambert, donc, ta tournée continue au Québec. Quelques dates que j'ai ici. Le 22 novembre à la Maison de la littérature à Québec. Le 4 décembre à la Maison de la culture à Trois-Rivières. Le 5 décembre au Théâtre de la Rubrique à Jonquière. 11 décembre, Espace Go à Montréal. Salon du livre de Montréal, tu y seras aussi. Hein? Oui, puis les dates que tu as données, ça va être une lecture par Marie-Thérèse Fortin d'extraits du roman. Fait que ça va être vraiment cool. C'est comme une mise en lecture théâtrale. Marie-Thérèse, qu'on aime beaucoup. En tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup. Moi aussi, je suis un grand fan de théâtre, donc voilà. Moi aussi, absolument. Kev, merci beaucoup Merci, de ta venue. plaisir. Puis bonne tournée automnale avec ton nouveau livre. Merci. Joël Prudhomme. Allô? Bonsoir. Rebonsoir. Moi, je veux savoir combien de pumpkin spice latte tu as bu dans le dernier mois. Le plus possible. Le plus vu mon possible. budget d'artiste, c'est ça que je répondrais. En as-tu pris un ce soir? Non. Non, mais Mais- il fait un peu chaud ce soir. Il fait tellement chaud. Ouais. Je suis sortie, j'ai littéralement mon manteau d'hiver. Je suis pas habituée à l'automne avec autant de changements climatiques. Moi, j'étais pas prête. Il faisait froid hier. Sorti mon manteau d'hiver, j'aurais pu mettre des shorts. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis sorti faire une course en gogoune aujourd'hui. C'est ça. C'était J'ai à ce imaginé point. une course, toi courir, mais tu parles d'aller acheter quelque chose. Oui. OK. J'aime bien t'imaginer courir en gougoune, cela dit. Je suis pas certain que ce serait très c'est du bizarre. Mais bon, ça ferait du bruit, en tout cas. Donc là, Joël, tu nous disais que tu as été inspiré pour ta chronique par un sujet qui a défrayé les manchettes dans la dernière semaine. Ben, en fait, j'ai eu une réalisation. OK. OK? Parce que moi, tu sais, dans la vie, j'essaie d'être une activiste ouverte, souple, avec des ondes grises, à l'écoute, tu sais, tout ça, là. Mais ma réalisation, c'est que les gauchistes, quand on va vieillir, nous, on veut tous être des Françoise David. Right? Mais si on fait pas attention, on est tous à risque de virer Sophie Durocher. C'est ça ma réalisation, tout le monde. Et là, je vous l'explique, OK? Parce que j'ai fait une chronique à un autre podcast. Je sais, il y a d'autres podcasts dans ma vie, j'en suis désolée, mais vous êtes mes préférés, là. Inquiétez-vous pas. Et je parlais du changement d'heure, puis j'allais là-bas pour péter ma coche. Sur le changement d'heure, c'est un sujet qui me choque bien gros, je dois vous avouer. Là, je suis une gourmande du rayon UV, faut croire, une vraie catin du soleil. Puis moi, je parlais de ça parce que enfin, le gouvernement jazz avec l'idée d'arrêter le changement d'heure. Après des années à s'époumoner sur l'absurdité de cette patente à gosse-là, enfin, OK, ça ressemblait à « Vous êtes tanné du changement d'heure? Oui! On pense abolir le changement d'heure. Oui! Pour garder l'heure d'hiver. Non! On était si près du but!
Avec l'heure d'hiver en juin, OK, il ferait soleil à 3h30 à partir de 3h30 du matin, puis il ferait noir à 8h30 en juin. Puis en janvier, le soleil se coucherait à 16h. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, tu décides de prendre le concept du temps puis de faire perdre une heure de clarté en soirée. Enlevez-moi pas mes 8 mois d'heures avancées de soleil, sinon, m'a mordre. Mais Joël, l'avenir appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt. Non! Maudit discours de Tupperware qui ferme pas étanche. L'avenir, là, il appartient aux 1% qui vont pouvoir fuir la planète Terre quand ça va péter. Ça fait que, laissez donc la plèbe vivre les ouragans, la couenne au chaud à 16h. Fine. Je sais qu'il y a des lève-tôt. Paix à votre âme. OK? Mais il y a bien plus de monde qui sont debout pour profiter de la clarté à 16h qu'à 7h. On n'est pas tous des Gino Chouinard. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça me fâche. J'ai envie de flipper des tables. Ça, c'était ma montée de lait, OK, dans le podcast. Une grande grosse crise de montée de lait. Mais là, Kim, pendant le podcast, OK, c'est là où, sans m'en rendre compte, c'est arrivé toute seule, je suis devenue une chroniqueuse du Journal de Montréal. Une Sophie Durocher. Absolument. C'est arrivé vite, tout le monde. Là. On n'est pas prêt à ça. Moi, Joël, j'ai prononcé les mots suivants. Les statistiques le prouvent que l'heure d'été, c'est mieux. Les experts sont unanimes. C'est pas vrai. C'était pas vrai. Les experts s'entendent pas tout entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Là. C'est ma chum qui a levé le flag. Hein, on la salue. Elle a fait... c'est vraiment plus nuancé que ça. Moi, j'ai lu un article qui dit que... En fait, je sais pas ce qu'elle a dit après. Je l'écoutais pas. Moi, c'est pas des nuances que je voulais, c'est de la vitamine D. M'en sac. Je vous le dis, ça me fâche tellement imaginer le soleil qui se lèverait à 3h30 en juin que ça me rend rigide. En mode, tu peux me dire ce que tu veux, m'a pas changé d'avis, y a rien à faire. J'aime tellement les terrasses d'été à 9h30 que je suis tombée dans l'enfer des sophismes, Kim. J'ai même fait mes recherches. Ça, c'est le bout terrifiant, OK? Dans le sens où j'ai trouvé plein d'articles qui prouvent mon point et j'ai complètement ignoré toutes les autres qui n'étaient pas de mon bord. Puis c'est facile à faire. Pire, je me suis entendue dire « Je suis pas tant d'accord avec les scientifiques. » Coudon! Je suis en train de devenir zinzin? Pas besoin de costume d'Halloween avec des phrases de même. J'ai l'air déguisée en fan de Duhem. C'est dangereux. Ça commence avec le changement d'heure, puis paf! Si on se watch pas, on peut finir Maria Richard-Martineau. J'ai paniqué, OK? J'ai paniqué, fait que là, je me suis gérée. J'ai fait 3 « Je vous salue, Françoise David ». Et j'ai pris le temps de lire pour de vrai, OK? La fameuse phrase « Les études prouvent que... » c'est convaincant. La preuve, je l'ai dit, c'était facile. Mais ça prend des études qui le prouvent que... Ici, ce que j'ai trouvé, c'est que les études sont vraiment orientées sur l'impact du changement d'heure comme tel. Ça, c'est unanime. Il y a des chiffres, il y a des faits. Changer l'heure, c'est vraiment pas bon pour nos corps. Ça scrape. Il y a plein d'impacts. Ça scrape nos corps. Mais pour savoir si c'est mieux l'heure d'été ou l'heure d'hiver, j'ai juste trouvé des articles de personnes qui disent que, selon elles, ça serait mieux l'hiver pour ci ou ça serait mieux l'été pour ça. Mais j'ai pas trouvé d'études concrètes. Moi, là, tant que j'aurais pas des chiffres qui prouvent et qui prennent surtout en considération les effets réels et importants de la santé mentale, hein, qui est souvent oubliée dans ces études-là, ben je vais dire des phrases de droite du type « c'est pas des faits, c'est une opinion ». Ça fait que, en résumé, y a-t-il un impact sur les changements d'heure? Oui. Est-ce qu'on devrait abolir le changement d'heure? Oui. Est-ce qu'on devrait garder l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Ça reste à débattre. C'est pas tout noir ou tout blanc comme débat. Il y a une zone grise. Hein? C'est gris. Comme en janvier à 16h, si on fait rien, gris. Justement, en ce moment, au moment où je vous crie des informations, il y a un sondage sur le site du gouvernement du Québec pour savoir si les gens préfèrent l'heure d'été ou la cochonnerie de noirceur. Ben, je dis sondage, mais honnêtement, ils prennent même pas nos noms en note. Tu fais juste aller voter dans le vide de même. Honnêtement, j'ai vu des téléréalités avec plus de rigueur là, dans le processus de scrutin. Mais gars, il y a un vote. Donc, je terminerai en invitant tout le monde, vraiment tout le monde qui pense comme moi, à aller voter. Anyway, les autres, à 7h30 en ce moment, ils doivent déjà dormir. C'est pas un problème. Et tu reviendras aussi nous dire le résultat de ce fameux sondage. Oui, bien, il se termine le 1er décembre. Oh, OK. Je vais être à l'affût et je vais voter de façon à tous les jours. À date, j'en ai pas manqué un.
On va l'avoir, notre soleil! Merci, Joël. C'est reparti. Deuxième moitié de Toust. Aide aux trans du Québec offre depuis plus de 40 ans des services aux personnes sur le spectre de la transidentité. Récemment, l'organisme s'est offert une cure de rajeunissement sous l'impulsion de sa directrice générale, Victoria Legault, qui est notre prochaine invitée. Bienvenue, Victoria. Merci de m'accueillir. Ouais, t'as des fans, Victoria? The dolls are in the room. Victoria, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, donc je suis habillée presque tout en noir. J'ai un col roulé à la Steve Jobs. Je suis une fausse rousse avec des cheveux longs ondulés, des yeux pairs, puis mon visage arbore un nouveau-né depuis 1 an et demi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Victoria, de faire partie des communautés LGBTQ+? Ben pour moi, je pense que c'est vraiment synonyme de prendre part aussi à un mouvement collectif qui vise une plus grande inclusivité, une plus grande égalité, puis un plus grand respect des personnes. Je le mentionnais en introduction, Aide aux trans du Québec a une nouvelle identité visuelle que vous avez lancée cet été. Pourquoi c'est important de s'embarquer dans ce processus de revitalisation? Pour plein de raisons, je pense que les gens, en fait, en pensant à notre site web Mauve, ont bien conscience qu'il était désuet, ceux et celles qui s'en souviennent. On avait vraiment besoin, je pense, de rajeunir l'image de l'organisme. C'était aussi dans l'ère post-pandémie où est-ce que tous les organismes communautaires et plein d'entreprises aussi ont fait face à des difficultés. Puis, je pense que c'était une façon de tourner la page, de lancer une nouvelle ère à l'organisme, de se réinventer d'une manière. Puis, il y a ce dire-là qui est très commun, de ne pas juger un livre par sa couverture, mais je pense malheureusement que c'est souvent le cas, y compris pour des organismes ou des entreprises. Je pense que de changer l'image de l'organisme, ça a vraiment eu un impact dans la manière des gens de nous percevoir, de percevoir l'organisation, autant pour les gens qui pourraient venir chercher nos services que, par exemple, des bailleurs de fonds aussi qui pourraient être intéressés à nous soutenir. Justement, mettre en valeur les services, c'était aussi un objectif de cette cure de rajeunissement-là. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler des services que vous offrez à Aide aux trans du Québec? Oui, bien sûr. Justement, dans cette période d'effervescence-là, il y a de nouveaux services qui sont nés aussi. On a une offre de services qui est très diversifiée, qui sont centrés principalement sur l'aide directe à notre communauté. Donc, on a des rencontres d'aide psychosociale individuelle ou familiale pour personnes trans, non-binaires, de la pluralité de genre ou même en questionnement. Parfois même avec des parents, justement, d'enfants, par exemple, qui sont en questionnement. On a aussi, donc, des rencontres de groupe de soutien en ligne chaque semaine, les mardis et mercredis soirs. On a une ligne d'écoute qui est maintenant de 9h à 21h et qui est maintenue par des bénévoles. On a également un programme de formation et d'ateliers de sensibilisation qu'on va donner dans des entreprises ou dans des organisations, notamment à but non lucratif. Puis, on vient tout juste de lancer un nouveau programme d'aide à l'emploi dédié spécifiquement aux personnes trans et non-binaires. On a fait ça, on a lancé la bonne nouvelle sur nos réseaux il y a à peine 2 semaines, je crois. Puis, c'est un projet sur lequel on travaillait depuis
depuis longtemps. Ça a été l'une des premières demandes de subvention que j'ai envoyées lors de mon arrivée à l'organisme. Puis on enclenche... Merci. Félicitations, ça veut dire que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'est un projet de 3 ans à l'heure actuelle où est-ce que vraiment on veut développer des services qui sont adaptés aux réalités des personnes trans et non-binaires en lien avec soit la réinsertion dans le milieu professionnel ou tout simplement de l'aide pour adapter son CV, écrire sa lettre de recommandation, pas de recommandation, de présentation. Et pourquoi c'était important d'agir sur cet enjeu-là particulièrement? C'est en fait, le projet qu'on devait soumettre dans le cadre de cet appel-là, c'est un projet qui devait répondre à des besoins qu'ont les personnes trans et non-binaires à l'heure actuelle, soit qui touchent notamment à la stabilité au logement, à la stabilité financière, à l'emploi, à l'accès aux soins également. Nous, on a décidé de se centrer vraiment sur l'aide à l'emploi parce qu'on s'est dit, surtout dans l'ère post-pandémie, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont comme perdu leurs emplois, qui ont connu des difficultés dans leur milieu de travail. Puis au-delà de ça, on le voit encore dans les statistiques, puis même sur le terrain, que les personnes trans et non-binaires font face à des difficultés disproportionnées là, pour trouver un emploi ou pour le maintenir, ou il y a encore des gens qui viennent nous voir et qui nous disent: j'étais dans cet emploi-là depuis 5 ans, j'ai annoncé que j'entamais une transition, puis on m'a mis à la porte sous un congédiement là, déguisé et tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très important, je pense, à cibler. Puis, il existe plusieurs là, projets d'aide à l'emploi, de programmes d'aide à l'emploi, mais aucun, à notre connaissance, là, qui prenait en compte les réalités spécifiques des personnes trans et non-binaires, notamment le fait de vivre de la discrimination lors des entretiens d'embauche. Ça peut non seulement te retarder dans un processus de recherche d'emploi, mais ça peut aussi avoir des dommages psychologiques là, importants. Puis notre équipe, elle est en fait formée et elle a les compétences là, pour accueillir et accompagner les gens dans leur recherche d'emploi, mais aussi dans leurs difficultés là, psychosociales. Disons. Donc, ça, toutes les informations, on les retrouve sur le site Internet, effectivement. nouvellement bonifié. Tu as parlé de la pandémie. Ça vous a forcé à réactualiser vos services. Entre autres, il y a certains groupes de soutien qui étaient en présentiel, qui sont devenus en virtuel. Oui, absolument. En même temps, vous avez saisi cette occasion-là pour rejoindre plein de personnes que vous ne rejoigniez pas avant. Donc, je pense entre autres aux personnes en région. Oui. Depuis qu'il y a eu cette réorganisation de vos services, qu'est-ce que vous avez pu observer sur les réalités des personnes trans en région à l'heure actuelle? En fait, je pense que c'est peut-être l'un des impacts là, positifs de la pandémie de notre côté, dans le sens où il y a certains services qu'on offrait seulement là, seulement en présentiel, qu'on a commencé donc à offrir en ligne, notamment ces groupes de soutien-là qui nous ont permis d'aller chercher des personnes en région, de donner des services qui n'étaient pas dispensés en région. On le sait, là, il y a un manque de services adaptés en région, donc ça nous a permis d'aller chercher ces gens-là. Évidemment, on a vu de notre côté la demande là, augmenter. Ça nous a apporté des gens qu'on ne voyait pas, qu'on n'allait pas toucher auparavant. Puis ce qu'on remarque, c'est que effectivement, il y a encore des grandes lacunes là, en région par rapport aux services qui sont donnés. Est-ce que vous avez, depuis, augmenté, mettons, le nombre de partenariats que vous avez pu avoir avec des acteurs, que ce soit institutionnels ou communautaires en région? Est-ce que ça vous a permis aussi de, justement, étendre votre travail auprès d'autres joueurs? C'est vraiment notre souhait en temps et lieu. Malheureusement, on n'est juste pas rendu là. En fait, les services qui sont dispensés à des personnes en région qui nous contactent pour les obtenir, c'est des services qui sont disponibles à distance uniquement. Là, on n'a pas de projet dans aucune région en particulier, mais c'est-à-dire que les services qui sont offerts, en fait, c'est les rencontres de soutien virtuels, soit de groupe, soit individuels, aussi par visioconférence. Puis notre ligne d'écoute, évidemment, là, depuis qu'elle existe, on reçoit des appels de partout au Québec là, via notre ligne d'écoute. Tu es allé récemment à Oslo, en Norvège, pour discuter de comment rendre nos villes plus sécuritaires à un moment où la haine anti-LGBTQ+ prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui est ressorti de cette conférence à laquelle tu as participé?
C'est super intéressant parce que je pense qu'on a des réalités puis un contexte sociopolitique qui est très similaire dans les pays scandinaves et au Canada, pas aux États-Unis, mais au Canada, où est-ce que, on le voit en ce moment, il y a comme un certain confort, où est-ce que, bon, on vit notre vie plutôt bien ici lorsqu'on se compare, tout en voyant que c'est très, très fragile. Puis, on constate aussi ben, cette montée de la haine-là un peu partout. Puis, c'est un peu le même contexte là-bas. On a vu certaines initiatives, notamment que la ville d'Oslo avait mis en place. Puis, on a pu comparer à ce que la ville de Montréal fait. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, de belles opportunités d'apprentissage et de transfert de connaissances ou de programmes mis en place parmi des villes similaires, finalement. Ce qu'on a, en fait, on s'est attardé là, à plusieurs sujets et je ne saurais résumer tout ça, mais moi, en fait, pendant une journée, j'ai travaillé parmi un comité qui devait développer des recommandations sur qu'est-ce que les villes peuvent faire ou les municipalités pour rendre en fait, pour mieux protéger les personnes LGBTQ+ en ligne, donc numériquement. La violence en Oui, ligne. c'est ça. Donc, le rôle des villes, des municipalités, quels sont leurs pouvoirs, finalement, ce qui est quand même assez intéressant parce qu'on n'y pense pas souvent. As-tu un exemple des conclusions à laquelle vous êtes arrivé? Oui, bien, effectivement. En fait, il y avait tout simplement... l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est on avait notamment des représentantes là, de la ville d'Oslo qui étaient là et qui disaient on met des trucs en place, mais après ça, c'est nous qui se retrouvent aussi à gérer de notre côté la haine que nous, on reçoit. Donc, il y avait aussi... Plus loin que la prévention, je pense qu'il y a même des outils à mettre en place pour les gens dans les villes qui travaillent auprès de ces communautés-là et qui les accompagnent et qui les aident. Donc, il y a vraiment aussi davantage de personnes qui sont formées sur comment répondre et prendre en charge ces commentaires-là haineux en ligne ou ces campagnes de salissage là, qu'il peut y avoir. C'est beaucoup de violence à absorber, effectivement. Oui. Il y a un énorme chantier qui vous attend à Aide aux trans du Québec, mais qui est très excitant, c'est celui de la valorisation de vos archives. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Ah là là, c'était un projet qui germait, je pense, à l'organisme là, depuis un bon moment. On avait des boîtes et des boîtes d'archives qui n'étaient pas du tout triées. On n'avait pas d'inventaire. C'était quand je suis arrivé puis que j'ai vu ça, je me suis dit on doit absolument faire quelque chose avec ça, mais aussi trouver une façon de protéger ces archives-là. On a des archives qui remontent jusqu'aux années 1960 au Québec, qui retracent l'histoire des personnes, on pourrait dire le plus largement de la pluralité des genres, parce que ça a bien évolué depuis. On le voit dans nos archives, là, notamment pour les gens qui ne le savaient pas. Il n'y a pas grand personne qui le savent, je pense, mais le nom d'ATQ au départ, c'était Atelier de transformisme du Québec. Oui, ça a Donc, beaucoup changé. l'acronyme est toujours resté le même. Oui, OK. Après ça a été Aide aux transsexuels du Québec. Et maintenant, c'est Aide aux trans du Québec. Bon, qu'on pourrait aussi améliorer, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a plein de choses qu'on découvre, dont ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Puis on a énormément de choses. On a notamment le fonds personnel de Marie-Marcelle Godbout, la fondatrice. Donc, on est en train de mettre de l'ordre là-dedans, de faire l'inventaire de ce qu'on a, puis de penser aussi à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour exploiter ou en fait rendre plutôt accessible là, au public ces archives-là qui sont importantes. Puis, je pense aussi que ça peut facilement devenir un outil de sensibilisation, notamment dans un contexte où l'existence des personnes trans et non-binaires est remise en cause, où bon, on entend encore là, ces idées que les personnes trans existent depuis, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, mais on a des archives qui prouvent qu'il y avait bel et bien, en fait, une vie, là, une vie même communautaire de personnes issues de la pluralité des genres, même en 1960. Tu sais. Cette semaine, Radio-Canada a publié 2 longs articles web sur les soins transaffirmatifs. Plus tôt cette année, le reportage d'enquête Trans-Express, toujours à Radio-Canada, a été quand même mal reçu dans les communautés LGBTQ+. Comment vous avez vécu ces couvertures médiatiques-là, autant celles du printemps dernier que celles de cette semaine? Je pense que nous, à l'organisme, tout comme plusieurs autres organismes là, LGBTQ+ au Québec, on a reçu des commentaires haineux sur nos réseaux sociaux et dans nos courriels, notamment. Je pense qu'il n'y a pas grands organismes qui y échappent là, à l'heure actuelle.
Au-delà de ça, je me suis permis de poser la question à l'équipe, en fait, là, cette semaine, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, évidemment, toute l'équipe est affectée là, par ça. On est affecté par ça sur le plan personnel aussi parce que notre travail, c'est aussi notre réalité quotidienne, là. C'est une équipe entièrement par et pour de personnes trans et non-binaires. Donc, on tente de faire la part des choses puis de ne pas se laisser trop affecter par ces choses-là qui étaient dites dans les médias et tout, mais c'est quand même assez difficile. Il y a quelque chose qui m'a marqué, par contre, il y a une personne de l'équipe qui avait dit, tu sais, c'est dur là, dans ce contexte-là de voir quelque chose de positif ou d'en retirer quelque chose de plus gratifiant, mais il y a quelqu'un qui a dit, je pense que, en fait, que... ça pousse certains groupes ou certaines personnes, cette montée de la haine-là, vers un élan de solidarité. On remarque, disons, qu'il y a des groupes qui travaillent pas nécessairement là, avec les communautés LGBTQ+, qui viennent vers nous et qui ont ce désir-là de nous appuyer et de se montrer solidaires à notre lutte. Puis qui ont ce désir-là de mieux comprendre nos réalités, nos enjeux et même de se former, d'avoir des ateliers de sensibilisation, par exemple, et tout ça. Donc, je pense que ça pousse les gens à faire aussi un exercice de réflexion, là, un exercice de conscience. Et de solidarisation. Oui. Victoria Legault, directrice générale d'Aide aux trans du Québec, merci beaucoup de ta venue. Merci à toi. On a très hâte de voir les archives. Merci. J'ai un cadeau pour toi. Oh, on a une surprise. C'est une casquette à l'effigie d'ATQ pour arborer fièrement notre nouveau logo. Pour cacher cette chevelure abondante, je la porterai avec grande fierté. Merci, Victoria. Nous accueillons maintenant la sociologue Émilie Moran, spécialiste des enjeux LGBTQ+, dans le monde du travail. Elle est aussi chercheuse postdoctorale à l'Université Laval. Émilie Moran a publié le livre « Tous hétéros au boulot », point d'interrogation, avec Elisabeth Féty, aux éditions La Route de la Soie. Bonsoir, Émilie. Salut, Kim. Merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, alors physiquement, je suis brune, j'ai les cheveux mi-longs, j'ai pas compté, mais j'ai quand même pas mal de piercings là, mais on les voit pas en fait ici. Et oui, je parle plus fort. Projeter un peu plus dans le micro. Et puis j'ai un haut rouge. Et je suis blanche. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Oui, alors ça, je disais tout à l'heure à Victoria que ça m'avait fallu quand même une petite nuit blanche, mais ah oui, désolée. Quelques heures en tout cas. Je pense que déjà c'est central parce que c'est à la fois central dans ma vie personnelle et puis dans ma vie professionnelle puisque j'ai décidé de travailler sur les communautés LGBTQ+. Je pense que c'est une forme de responsabilité qu'on a, comme tu disais aussi, de solidarité vis-à-vis de toutes les lettres de l'acronyme. Et puis, une forme de sensibilisation, évidemment, à toutes les formes d'oppression, mais aussi de montrer l'énorme liberté que c'est, parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans les normes, on n'est pas dans le modèle, on doit le créer. Et puis, du coup, c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mes études, c'est bien sûr documenter les formes d'oppression, mais aussi montrer la force qu'il y a derrière de liberté et de création. Dans ton livre, tu parles du concept d'hétéroprofessionnalisme. Comment tu le décris? Alors malheureusement, ce n'est pas un concept qui est de moi. C'est un concept d'un chercheur américain qui s'appelle Robert Mizzi. Et donc lui, il a mis ce mot dans un article en 2013. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment écho à une partie de mon travail que j'ai fait en France, mon travail de thèse, où j'essayais vraiment de montrer, parmi tous les mécanismes qui vont peser sur les personnes LGBTQ+, dans le monde du travail, il y a vraiment quelque chose qui est associé au rôle professionnel, en fait, à la façon dont on va considérer qu'être professionnel, en fait, c'est l'éviction de la sexualité. Puis évidemment, l'éviction de la sexualité, c'est l'éviction de la sexualité qui n'est pas hétérosexuelle, parce qu'une personne qui porte une alliance, qui a une photo de sa conjointe ou de son conjoint et qui parle de la naissance de son nouvel enfant, c'est pas une visibilité, il va pas être moins professionnel, au contraire, ça va plutôt renforcer le rôle. Donc c'est à la fois, c'est ça l'idée de l'éviction, l'idée de sexualité dans le monde du travail.
Et puis, au-delà de ça, c'est le modèle, en fait, le modèle hétérosexuel qui est considéré comme finalement rassurant et puis plus professionnel. Et puis, dès qu'on s'écarte de ça, par tout type d'expression queer ou d'expression LGBTQ+, on a toujours cette idée que ça va être moins professionnel. Et même, je le disais là tout à l'heure, on l'a un peu même dans nos communautés. Même quand on travaille sur le sujet, si demain je dois aller donner un cours ou si je dois parler à quelqu'un du gouvernement, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, ça m'arrive jamais, mais voilà, je vais me poser la question, comment je m'habille, même si ça fait 10 ans que je travaille sur les questions et puis je suis vraiment sensible à ça, je crois que c'est quelque chose qu'on rencontre tous à un moment donné. Mais, quand on s'est parlé un peu plus tôt cette semaine pour préparer l'entrevue, tu m'as parlé d'hypervigilance. Et c'est un mot que Kev a dit dans son entrevue tout à l'heure, Kev qui est là. Quand tu l'écoutais, est-ce que ça t'a rejoint aussi, ce témoignage sur l'hypervigilance? C'est ce que tu as ressenti, mais c'est ce que tu as observé aussi dans tes recherches? Oui, absolument. C'est ça. Moi, mon travail, il se positionnait un peu à côté de ce qui existait déjà, ce qui est plutôt toujours faire attention et documenter les luttes contre les discriminations dans le milieu de travail. Moi, je voulais vraiment documenter le quotidien en fait, des personnes LGBTQ+, puis finalement tout le travail qu'on fait en amont pour pas être discriminé. Et parmi ce travail-là, évidemment, l'hypervigilance, le fait de toujours faire attention à quel moment on va dire ou pas qui on est, puis gérer aussi les conséquences de ce que ça va provoquer éventuellement, la gêne que ça peut provoquer chez certains collègues. Tout ça, en fait, c'est nous qui le gérons. Et ça, finalement, je trouvais que c'était peu documenté dans le milieu de travail. Puis il y a une raison à ça, je me suis rendu compte que quand j'interrogeais les gens, c'était un sujet dont on parle moins. On parle évidemment on parle plus facilement des difficultés qu'on a pu rencontrer dans le milieu familial, dans le milieu amical même, mais au travail, en fait, on est vachement seul. Et puis, on n'a pas du tout le soutien de la communauté. Et je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup de ça. Puis on n'échangeait pas beaucoup sur ce que ça nous faisait, vraiment. Et puis en fait, on est LGBT, évidemment, dans toutes les sphères de notre vie. Donc au travail, on a tendance des fois un peu à minimiser la violence qu'on peut vivre, justement la violence de normalisation. Et voilà, donc l'hypervigilance, c'est ça, c'est l'idée qu'on a toujours en tête que notre identité, à un moment donné, elle va pouvoir poser problème. J'ai rencontré juste pour donner un exemple, des médecins dans le milieu médical qui me disaient « mais vous avez tellement peur d'être accusé de harcèlement sexuel parce qu'ils touchaient les corps des patients qu'ils laissaient la porte entrouverte pour que la personne au secrétariat puisse éventuellement témoigner qu'il n'y avait pas d'agression. » Et tout ça, c'est même plus que de l'hypervigilance, c'est quand même grave. Ton livre donc, est divisé en 2 parties. En fait, il est structuré en 2 parties. La première partie, elle est tirée de ta participation à un balado. Dans quel contexte c'était ça? Ce balado, oui, c'est un balado qui cartonne en France, qui s'appelle Méta de choc. Méta de choc, c'est sur la métacognition. Puis l'idée d'une réflexion sur quoi est-ce qu'on pense. Et donc, en fait, il y a effectivement, en 2019, je crois, il y a deux fois 1 heure de podcast qui sont juste, je diffusais plutôt les résultats de ma thèse, mais grand public, puis digeste. Donc c'était ça l'idée. Et puis donc ça a été repris dans la première partie du livre. Donc c'est vraiment un dialogue en fait entre la journaliste Elisabeth Feiti et moi, agrémenté de certains petits encarts un peu pour développer des concepts. Et les 3 autres parties, c'est des travaux que j'ai faits, notamment depuis que je suis ici. Il y en a un, par exemple, qui porte plus sur les blagues des collègues de travail aussi, le pouvoir d'oppression des blagues sexistes, homophobes, racistes des collègues de travail. Puis aussi le pouvoir de temps en temps renverser justement ces blagues et puis les rapports de pouvoir liés par l'humour, je trouvais que de la communauté. Il y a une partie sur les enseignants LGBTQ+, qui sont aussi qui vivent des dilemmes aussi vis-à-vis de leur orientation sexuelle. Mais qui font face à des défis aussi particuliers en classe, qui font face à des discours qui avaient disparu d'une certaine manière et qui reviennent, notamment des discours homophobes. Oui, et puis ils ont quand même le poids de l'institution qui, comme justement l'hétéroprofessionnalisme, le fait que ce ne serait pas professionnel vis-à-vis d'élèves, de parler de sa sexualité. Puis en même temps, ils doivent quand même essayer de maintenir un respect de la diversité sexuelle et la diversité de genre auprès des élèves, mais des fois même ça les empêche de reprendre des propos homophobes parce qu'ils ont tellement peur de se faire eux-mêmes, de se rendre visibles en fait. Que voilà. Donc ça c'est le 2e chapitre. Et le 3e c'est sur les lesbiennes.
spécifiquement. Voilà. L'objectif du livre... On avait une question de précision pour l'interprétation en langue des signes. L'objectif du livre, tu l'as dit, c'était entre autres de documenter le coming out en milieu de travail. Quelles sont les spécificités de ce coming out-là en milieu de travail comparativement à le milieu familial ou le milieu social? Mais c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup documenté le coming out dans la sphère familiale, et puis c'est un peu là où il a attendu, parce qu'on ouvre plus facilement des secteurs d'intimité, de soi, en tout cas dans le milieu familial, amical, etc. Puis après, il y a les coming out un peu médiatiques, où il y a un avant, un après, puis il y a cette espèce de... Ah, il y a eu du courage, là, on apporte sa pierre à l'édifice, je crois que c'est ça l'expression. Mais dans le milieu de travail, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Si on le dit trop, on est considéré comme un peu militant dans le milieu de travail. Puis, il y a toute la régulation autour du coming out aussi qui est dit souvent, qui est jugé comme dit trop tôt, ou trop tard, ou trop fort. Ou, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, je trouvais que ça, voilà, c'est pareil, c'était pas autant documenté. Donc, le but, c'était vraiment de montrer tous les enjeux qui sont liés au coming out dans le milieu de travail. Et pour ce faire, tu as eu accès à des données d'un projet de recherche Savie. Qu'est-ce que les gens racontaient sur ces expériences-là, particulièrement de coming out en milieu de travail? Ce qu'on retrouve, c'est un peu ce que j'avais trouvé aussi en France, c'est qu'il y a toute ce moment de l'évaluation de son milieu de travail, de l'évaluation de la culture de ses collègues, de l'acceptation plus ou moins forte que vont avoir ses collègues, puis le fait que très souvent, en fait, on va demander aux personnes LGBTQ+, de rendre des comptes très rapidement quand elles arrivent dans un milieu de travail. Ça fait partie de la sociabilité ordinaire, de dire est-ce que tu es marié, est-ce que tu as un conjoint, est-ce que tu es venu seul, est-ce que... Voilà. Donc ça met vraiment les personnes LGBTQ+, devant un dilemme souvent de l'urgence à répondre, et puis en même temps, après, est-ce qu'il va falloir réparer ou pas? Puis il y a toute la question de la gestion aussi, comme je disais, des coming out. Donc l'idée, c'était vraiment de documenter tous les petits mécanismes avec lesquels on est tellement habitué, mais qu'on voit même plus, en fait. Qu'est-ce que tu espères que les gens vont retenir à la lecture de ce livre-là? Ou peut-être d'abord, qui devrait le lire? Tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'il s'adresse à tout le monde, pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense pour les cis hétéros, je pense que ça peut être pas mal, surtout que s'ils ont l'impression que tout va bien. Je pense qu'il y en a encore beaucoup des comme ça, donc je pense que ça peut être pas mal. Et puis après, oui, la communauté, je pense... Moi, j'ai eu pas mal de retours mais c'est fou parce que tout ce que tu dis, en fait, ça fait vraiment écho. Puis dans l'ouvrage, il y a beaucoup de témoignages. Et je voulais vraiment, c'est ça, donner la parole aux personnes qui m'ont fait confiance et puis qui ont répondu. Puis évidemment, il y a mon analyse, mais il y a beaucoup de place qui est donnée à témoignage. Et puis c'est l'idée de collectiviser. Voilà, de collectiviser, donc de se reconnaître, de se dire mais en fait c'est une manière aussi de revivre après nous ce qu'on a pu vivre, et puis des fois on se sent un peu con, un peu coupable, un peu pas légitime de se sentir comme ça. Donc je pense que c'est aussi peut-être un des objectifs du livre, de créer des espaces où on peut en parler, en fait. En terminant, tu disais tout à l'heure, le dernier chapitre, ou après la dernière structure, c'est sur les lesbiennes. De quelle manière tu t'es attaqué à ce chapitre-là? C'est vrai que, il y a peu de travaux sur les lesbiennes spécifiquement dans le milieu de travail. Plutôt, il y a peu de lesbiennes il y a peu de lesbiennes dans le milieu de travail, ça c'est un vrai problème. Non, il y a peu de travaux qui ciblent vraiment les lesbiennes dans le milieu de travail. Souvent, c'est surtout les gays, et puis les lesbiennes, on regarde un peu comment ça fait avec le cadre d'analyse qui a été montré, bref. Donc, là où il y a des études, en fait, c'est plutôt dans les milieux des secteurs masculins. Puis on a pu voir que les lesbiennes souvent se retrouvaient un peu dans un dilemme aussi, parce qu'en tant que lesbiennes, dans les milieux de travail très masculins, elles se retrouvaient à sortir un peu de la catégorie femme, puis elles faisaient partie de l'entre-soi masculin, mais au prix de se retrouver un peu complices du sexisme des hommes. Puis voilà, ça illustrait un peu cette idée que il y a deux oppressions en fait qui se compilent.
Puis après, bon, je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il faut aussi transcender un peu cette idée qu'il y a soit une double oppression, soit il y aura un avantage lesbien. Je pense qu'on a encore plein de croisements à faire, et notamment parmi ceux-là, j'ai vu que le fait d'être mère pour une lesbienne, ça jouait énormément dans l'acceptation. De quelle manière? Les lesbiennes mères revenaient dans la catégorie femme, en fait, Okay. ce qui illustre bien la place de la maternité dans l'identité féminine. Alors, tous hétéros au boulot, pour l'interrogation. Sortie du livre officiel à Le Guillon, ça se passe le 5 décembre? Absolument. Alors, c'est 6 à 8. L'invitation est lancée ici dans le village, à la librairie, donc Le Guillon. Émilie Morin, merci beaucoup de ta venue. Merci à toi. Et puis bon lancement en décembre. Merci. Mes remerciements cette semaine, l'auteuriste Kev Lambert pour son nouveau livre Les Sentiers de neige. Merci beaucoup, Kev, de ta venue. Également l'humoriste Joël Prudhomme, notre troisième invité, la directrice générale d'Aide aux trans du Québec, Victoria Legault, ainsi que la sociologue Émilie Morin pour son livre Tous hétéros au boulot. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins, à la technique Lou Perreno et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Daphné Pierre-Louis. Et derrière le bar ce soir, Dominique Miro. Un différent Dominique ce soir. Merci également à l'appui financier du Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec pour l'interprétation en langue des signes québécoise. Merci à l'appui financier de la Société de développement commercial du village, ainsi qu'à celui de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. On vous invite à venir nous voir ici au Normandie. Les enregistrements ont lieu tous les mercredis à 19h. Il y a un 5 à 7 avant, il y a du karaoké après, il y a de l'ambiance. Vous avez aimé ça, la gang? Voilà, ça se passe jusqu'au 11 décembre. En attendant, abonnez-vous à notre infolette, suivez-nous sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Écrivez-nous aussi, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Si jamais vous avez des suggestions aussi d'invités, ça nous fait plaisir d'inclure ça à l'agenda. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.